Bien, voilà, on a souhaité vous proposer, alors on a appelé ça synthèse, c'est un peu un mot un peu qui fait un peu peur, qui peut être un peu barbant, mais c'était surtout qu'on voulait pas se quitter, on voulait pas se quitter comme ça. Une belle journée, un beau moment, on a envie de le poursuivre autour d'un petit café et avec des invités prestigieux, tellement prestigieux, vous voyez que Peter est au téléphone en pleine en pleine communication avec l'Elysée. Bah oui, parce que vous savez qu'en ce moment, voilà, il y a des petits soucis et il demande conseil à Peter. Donc nous, on est ravis qu'il soit avec nous. Peter Staleger, vous en avez beaucoup entendu parler ce matin. Il a eu une petite frayeur avec Leaf, mais voilà, il est avec nous. Il est naturaliste. Ceux qui ont eu le plaisir de voyager dans l'atelier avec lui, bon, vous avez vu la passion qu'il met et puis la richesse de cet endroit. Voilà, Peter Staleger qui est avec nous. Ulysse Blot, qui est coordinateur de l'association Expérience Commune. On va découvrir ce qu'est cette association qui a vocation à se développer dans l'ensemble du territoire, dans l'ensemble de la Normandie. Et puis Emmanuel Fauché, directeur du CAE. Emmanuel, si vous le voulez bien, j'ai envie de débuter avec vous cette synthèse. Alors c'est à nouveau, c'est pas un joli mot, mais voilà, c'est un petit café pour faire le point sur ce qu'on a vu. On a commencé très fort, en fait, finalement. C'était peut-être un peu inattendu, mais une position forte des élus, de l'État, alors des élus locaux, des élus du CAUE. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette journée, monsieur le directeur, vous qui avez œuvré, et depuis des mois maintenant, parce que ça, on ne le sait pas vraiment, mais c'était un gros boulot. Vous retenez quoi de cette journée ? Alors c'est une question à la fois précise, mais en même temps très vaste. Donc, je ne vais pas m'engager dans une réexplication de texte de la journée. Cette idée de synthèse, déjà, elle passe pour moi par le public que vous êtes, qui représente finalement l'ensemble de la société des gens qui aménagent les territoires. Et dans vos complémentarités et dans vos différences, et dans vos compréhensions de ce qui existe, et dans vos incompréhensions aussi de ce qui existe, mais sous le sens d'un dialogue constitué, collectif, et qui permet de fabriquer des réponses communes en termes de propositions d'aménagement. Ce que je retiens, c'est les propos de monsieur le préfet ce matin sur le ton badin du comment faire avec l'État, mais qui était beaucoup plus profond parce que c'était comment faire avec l'ensemble des éléments qui participent à fabriquer nos territoires. Ce que je retiens, c'est qu'on est les seuls éléments vivants et cohérents en commun dans les territoires qu'on occupe, et donc que le bilan de l'ensemble des actions d'aménagement qui sont mises en œuvre, elles sont faites finalement pour nous faire vivre bien ensemble. Tout ce qu'on raconte autour de ça n'est finalement qu'un accompagnement, un enrobage, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble dans nos territoires. Et donc la question du projet, la question de la démarche, la question du sens qu'on donne aux choses que l'on conçoit, elle passe par des rencontres. Ce qu'on a vu, les témoignages qu'on a vus depuis ce matin, ça a été des échanges, des réunions, des travaux collectifs, du respect, de la reconnaissance des activités, des savoir-faire de chacun, la prise en charge et en compte de regards qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément ceux d'un métier ou d'un territoire. La nécessité, dans nos métiers d'aménagement, de prendre en compte que l'architecture existe aussi avec un sol et que c'est un milieu qui donne vie à un paysage, à une biodiversité, et qu'à chaque fois qu'on touche à un de ces éléments-là, finalement on bouscule un ensemble, et en bousculant un ensemble, on crée des difficultés qu'on n'avait pas forcément imaginées au départ. Tout ça, c'est extrêmement fragile, extrêmement sensible. Et le fait que vous soyez ici aujourd'hui, depuis ce matin, c'est qu'on est dans une démarche commune finalement de prise en charge de l'ensemble de ces données, de ces informations. J'emploierai pas forcément le terme contrainte, mais plus le terme de données. Et ces données, ces informations, en les additionnant les unes aux autres, en additionnant nos savoir-faire, en faisant connaître nos savoir-faire, en les partageant, on réussit à fabriquer des expériences plus communes. Alors là, j'emprunte, je cite Ulysse à fond, mais et collectives, et donc des actions qui sont au service directement des habitants de nos territoires. Et j'ai lu quelques cartes postales là, qui sont affichées dans le fond. Vous en avez récupéré aussi quelques-unes. Et je remercie l'ensemble des gens qui ont porté ces témoignages qu'on va conserver, qui sont très variés, très variables, sur des perceptions de la journée, sur des perceptions de la thématique globale du faire avec.
Et moi, je vous remercie pour votre engagement. Je vous remercie d'être courageux dans vos démarches, que vous soyez élu, que vous soyez technicien, que vous soyez professionnel. Et à titre personnel, je remercie la collectivité de Pirou de nous avoir accueillis. Donc Noël Le Forestier, maire, et José Camus-Fafa qui sont en face de moi. Et toute l'équipe du CAUE. Donc c'est une équipe de 14 personnes qui n'ont pas compté leur temps, leur engagement pour vous proposer cette journée que vous nous avez aidé à fabriquer. Puisqu'on savait... on savait avec qui on partait, on ne savait pas où on allait, mais on est bien arrivé. Merci Emmanuel pour ce premier mot. Ulysse Blot, coordinateur de l'association Expérience Commune. Ça, c'est une association qui nous intéresse. Que faites-vous? Alors, vous êtes pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans l'Orne et le Calvados, c'est ça? C'est quoi Expérience Commune? Merci. Alors, Expérience Commune, c'est une association qui a été créée en mars 2023 par 4 communes, 3 dans le Calvados et une dans l'Orne, pour faire du partage d'expériences entre élus de petites communes. En gros, le constat, c'était qu'en fait, il y avait plein de pépites partout dans plein de communes différentes, de choses hyper intéressantes que les élus de la commune des côtés ne pensaient pas que c'était possible de faire. Et donc l'idée, c'était d'emmener les élus qui veulent faire des choses intéressantes dans des communes qui ont fait des choses intéressantes pour qu'ils partagent leur expérience et qu'ils évitent de refaire les mêmes erreurs, d'une part, donc qu'on les outille techniquement, mais aussi qu'on leur permette de se rendre compte que c'est possible. Parce que très souvent, les élus, ils veulent faire, mais par quoi commencer? Qui aller voir? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et donc l'idée, c'est d'élu à élu, de partager de l'expérience. On vous a distribué au tout début une petite plaquette, un petit flyer qui explique en gros les grandes lignes. Donc c'est vraiment une association qui est toute balbutiante, hein, c'est vraiment le début. Pour l'instant, Calvados et Orne, là on est en train de voir pour pouvoir se développer aussi dans l'Eure et puis aussi dans la Manche bientôt. Et donc l'idée, c'est que notre travail, c'est de trouver en tout cas le mien, c'est de trouver des communes qui font les choses bien, de pouvoir ensuite organiser des visites. On se base beaucoup sur le concept de la visite parce que c'est un moment présentiel où on est tous là. Et donc il y a une visite, puis ensuite un repas. Et c'est presque là aussi où se passe l'essentiel des choses, c'est quand on discute de point de vue informel, parce qu'en fait, c'est l'intérêt de ce réseau, c'est que ça n'arrive pas par le haut, c'est pas l'État ou la région qui nous dit quoi faire, c'est vraiment les élus qui discutent et qui du coup n'ont pas une posture d'élu, parce qu'il n'y a pas d'habitants, c'est pas une posture d'employeur, parce qu'il n'y a pas de technicien, c'est juste une posture les élus redeviennent des habitants normaux et partagent en fait leurs réussites, mais leurs échecs aussi. Voilà, donc ça se veut être un espace le plus apolitique possible, le plus convivial possible, pour aider les élus à faire des projets, à avoir envie d'avoir des idées et à les mettre en place sans trop, en suant un tout petit peu quand même, mais pas trop. Ulysse, je vous propose peut-être de lire une carte postale. Alors j'ai tiré des cartes postales au hasard et puis on va en discuter. Avant cela, j'ai un petit, on nous a fait lancé un petit défi. Je le donne à votre appréciation et celui qui a la réponse, on aura un petit cadeau pour lui. Mon premier est indiscipliné. Mon deuxième garde une image de saleté. Mon troisième ne sait pas faire des alignements droits. Et mon tout se préserve et marque l'identité d'un territoire. Le projet du parc a mis en valeur cette dernière. Donc, je ne sais pas qui, c'est anonyme, hein, je ne sais pas qui nous a lancé ce défi. On n'a pas encore trouvé la réponse. Je vais relire, bien sûr. Ulysse, il veut le cadeau. Hein. Il ne sait pas ce que c'est encore, mais il veut le cadeau. Mon premier est indiscipliné. Mon deuxième garde une image de saleté. Mon troisième ne sait pas faire des alignements droits. Et mon tout se prépare et marque l'identité d'un territoire. Le projet de parc a mis en valeur cette dernière. Alors c'est amusant parce que tout à l'heure, au moment du déjeuner, il y a une personne qui est venue me voir qui m'a dit « Ah bah vous me faites penser à Julien Lepers quand vous animez. » Bah ça y est, voilà, on y est, la boucle est bouclée. Et c'était pas prévu. Alors c'était pas fait physiquement, hein, vous l'avez compris. En termes de cheveux, je suis bien jaloux. Voilà, ça je le lance à votre appréciation. J'en ai une autre, alors on les a prises au hasard, et puis ceux qui les ont remises en temps. Journée
très instructive sur le pourquoi de faire des études avant la réalisation d'aménagements. Très belle journée où nous avons beaucoup appris. Ulysse, c'est cette notion qui m'intéresse et qu'on a travaillé ce matin, faire des études avant la réalisation, en fait, finalement, pas partir bille en tête, mais bien se faire accompagner du CAE et d'autres acteurs. Ça, vous avez aussi, vous, des exemples comme ça que vous pouvez partager avec nous de réussite ou ça se serait moins bien passé également? Parce que moi, ça me fait écho au mode de contrat là, qui a été mis en avant, le fait d'avoir un accord cadre sur 4 ans. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en venant ici, ce concept d'avoir un moyen pour faire des études, de constater, d'alterner réalisation et réflexion sur le temps long. Et je pense qu'effectivement, le fait de faire des études avant, ça a un intérêt parce qu'on évite de faire des bêtises, mais de faire des choses directement, c'est aussi une façon de se confronter à une réalité et ensuite de pouvoir y réfléchir. Il y a pas mal de communes qui, par exemple, je pense à la commune de Carouge dans l'Orne, qui a voulu refaire sa place et qui, avant de la refaire, d'employer faire les travaux, a décidé de construire une fausse place, la projection de ce qu'elle serait à l'avenir, en mettant des bancs, en mettant des arbres dans des pots, et pour que les habitants se confrontent à cette place qui n'était pas encore... Sur le lieu même, pardon. Sur le lieu même, voilà, c'est ça. Okay. Et donc grâce à ça, on se rend compte que ce banc-là, s'il était comme ça, ça serait quand même beaucoup mieux parce qu'en fait, il serait plus ouvert. Et si le parking n'était pas là, mais il était un petit peu ici. Et en fait, c'est plein de petits détails qui font que quand la vraie place va être mise en place, elle sera déjà plus liée aux habitants parce que ils auront contribué. Et puis il y aura moins d'échecs. Et puis même des fois, en tout cas, ça m'a fait penser au fait de peut-être que, comme disait Peter aussi, un atelier où faire les choses par étapes. Peut-être qu'en fait aussi il faudrait faire que la moitié de la place et puis la tester, se rendre compte de ce qui manque sur la deuxième moitié de la place. En gros, le fait d'alterner entre réflexion et action. La question que vous posiez aussi de quelle est la prochaine action concrète, de faire quelque chose de petit, puis de réfléchir, puis de petit, puis de réfléchir, de prendre le temps. Est-ce que l'accord cadre, en tout cas de ce que je comprends, permet d'avoir le temps de faire? Effectivement, ça c'est intéressant. On reviendra sur cette notion et notamment j'aimerais interroger Emmanuel. Mais avant ça, j'ai une carte également. Alors, à savoir que cette carte-là, si vous l'avez, elle est collector, hein, parce que c'est la carte qui a été le plus prise, il n'y en a plus. Et alors dessus, j'ai pour Pierrot, là j'ai ce texte-là, et je pense à Peter, et je pense que ça va lui parler. Respect de la nature, biodiversité, au sens large et mise en application, réfléchir avant d'agir. Peter, là, voilà, ça résume bien votre travail, votre ambition. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je répète, respect de la nature, entre parenthèses biodiversité, au sens large, et mise en application. C'est-à-dire que voilà, et en plus, réfléchir avant d'agir avec un point d'exclamation. Je trouve que ça résume très très bien ce qu'on a essayé de faire ici et ce qu'il faudrait faire un peu partout. Donc c'est un peu mon dada, la fameuse biodiversité. On pense quoi? On pense à la forêt amazonienne, on pense aux récifs de coraux, mais on ne pense pas que ça commence sous nos pieds. C'est-à-dire tout le monde peut être acteur. Au lieu de déplorer les déforestations ailleurs, on peut commencer chez soi, on peut commencer à tondre sa pelouse, peut-être pas en totalité, mais laisser quelques mètres carrés pour que les fleurs montent, les papillons. La biodiversité, il se trouve qu'avant-hier, j'ai pu assister à une conférence de Marc-André Selos. C'est un mycologue, un pédologue qui écrit plein de livres et qui parle de la biodiversité, mais vraiment au sens le plus large. Il nous a expliqué que dans 1 gramme de sol, on a plus d'espèces que dans l'ensemble que de faune et flore dans l'ensemble du site. Parce qu'il y a des bactéries, des virus, des amibes, etc. Et la même chose, nous-mêmes, nous sommes support de biodiversité. Sans la diversité des bactéries, des microbes sur notre peau, dans notre intestin, etc., on ne pourrait même pas vivre. Donc c'est notre système immunitaire dépend de tous les petits êtres et on héberge, chacun de nous héberge entre 5 et 10 000 espèces différentes. Et donc, il n'y a pas que la diversité des espèces. Et après, je reviens sur... Il y a aussi la diversité génétique. C'est-à-dire, nous sommes tous une seule espèce, l'homme, mais on ne se ressemble pas. Donc, c'est très important aussi d'avoir cette diversité
des variétés de fruits, des variétés de légumes et les races anciennes. Plus c'est diversifié, moins c'est vulnérable. Donc c'est une garantie. Donc finalement, vivre dans un endroit bien diversifié et pas sur une pelouse ou dans un endroit ultra sec, c'est une garantie. Surtout ceux qui vont encore avoir des enfants. Jusqu'ici, on voulait faire hygiène, désinfecter les mains. Mais maintenant, on sait que plus un jeune enfant est en contact avec des microbes, mieux son système immunitaire va se développer, moins il va être atteint d'asthme, de rhume de foin. Et même les cas d'autisme, ça serait lié en partie à notre équilibre, notre biodiversité interne. Mais donc, finalement, veiller à la biodiversité, c'est aussi une garantie pour la santé de nos enfants, petits-enfants et des générations futures. Donc, c'est vraiment, il faut avoir une vue très, très globale de ça, pas seulement les jolis papillons et les jolies fleurs. C'est vertigineux effectivement ce que dit Peter, parce que notamment le microbiote qu'il évoque, donc cette biodiversité, la nôtre, on a un professeur, le professeur Doré en France, qui est un des leaders mondiaux sur ces questions, dont les publications sont les plus lues dans le monde, et malheureusement il est à l'INRAE, malheureusement en France c'est pas le plus connu, mais c'est souvent comme ça. Merci Peter d'avoir rappelé cette biodiversité à la fois externe et interne. Emmanuel Fauché, on évoquait également autre chose alors qui peut être un petit peu caricatural, mais parfois certains élus rentrent de vacances et on pense peut-être à la Provence et ils nous disent « Oh, c'était sympa, je jouais à la pétanque devant la mairie, il y avait du gravillonné, on a pris un petit verre de rosé et puis arrivé chez eux, finalement, ils vont faire des parkings, ils vont minéraliser. Il y a pas Qu'est-ce qui manque? Il est où le lien là? Parce qu'on rêve tous de cette petite place avec les arbres où on va pouvoir revivre ensemble. Alors ça, c'est l'histoire de nos paradoxes. On est une société de paradoxes. On veut marcher, on veut faire du vélo sur des voies douces, et on roule tous en voiture. Et puis, on veut préserver le petit commerce et on va faire nos courses dans des grandes chaînes de grandes surfaces. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est un paradoxe, prenons-le en compte dans nos démarches aussi de réflexion et d'accompagnement. Et donc, souvent, on importe d'ailleurs. Tout ce que vous évoquez sur la jolie petite place du village, c'est ailleurs. Et c'est à un moment donné où chacun va se détendre, trouver d'autres ressources, des énergies, dans d'autres endroits. Et lorsqu'on rentre chez soi, dans son territoire, on est rattrapé par les réalités concrètes, administratives, d'urgence, de gestion d'une collectivité dont on a à s'occuper. Très simplement, on pourrait se dire que quelles que soient les solutions qu'on envisage, les choses seront faites. Bien ou mal, je ne me prononce pas là-dessus, mais elles seront faites. L'évolution des réglementations, l'évolution de la manière avec laquelle on conçoit, l'évolution de la manière avec laquelle on construit, tout ça existe, tout ça évolue, avec ou sans nous, avec ou sans notre intérêt. Donc très simplement, si on y met de l'envie, si on y met de l'intérêt, si on y met une attention collective, ça change radicalement la donne. Et les 3 éléments dont je vous ai parlé, c'est des éléments qui financièrement, au moment où je vous parle, ne coûtent rien, parce que leur valeur, elle est juste exceptionnelle et exponentielle, puisqu'elle nous concerne tous. Donc, ce que Hubert Reeves appelait le PFH, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'une interview il y a 2 ou 3 ans, Hubert Reeves avait parlé, dans son dernier ouvrage, il avait trouvé en fait le vecteur problématique qui embêtait nos développements responsables au niveau mondial. Et les journalistes lui avaient demandé, mais c'est quoi? Donc il les avait fait mouronner un petit peu, comme il sait très bien le faire. Il avait dit, c'est le PFH. Et on lui avait demandé, qu'est-ce que c'est que le PFH? Et avec son accent délicieux, il avait dit, c'est ce putain de facteur humain. Voilà. Et ce putain de facteur humain, du coup, on peut le chérir, on peut l'accompagner, parce que c'est nous tous, et en nous prenant en charge et en prenant en compte nos différences, et donc nos complémentarités, nos limites, et donc toutes nos possibilités, en fait, on fabrique des manières d'aménager les territoires complètement différentes. La question du financement dont vous parliez ce matin est une donnée, au même titre
que la responsabilité environnementale dans nos actions d'aménager, la prise en compte de toutes les biodiversités, comme disait Peter, est aussi une donnée. Il n'y a pas une de ces données-là qui est plus importante qu'une autre. À partir du moment où une prend le pas, je préfère que ce soit la biodiversité pour le coup, mais si le financement prend le pas sur tout le reste, en fait, on ne fait finalement que répondre d'une manière technique, je vais dire administrative, mais pas dans un sens mauvais du terme, parce que c'est comme ça qu'il faut gérer. Et finalement, on fabrique des territoires aseptisés dans lesquels on ne se reconnaît plus, et donc, bien évidemment, on choisit d'aller passer ses vacances dans un petit bourg coquet qui a 3 ou 4 fleurs, et puis qui en plus est très responsable sur la gestion de l'électricité et de l'éclairage la nuit, donc qui cultive sa biodiversité. Et pour que ce soit d'autres gens qui viennent dans nos petits bourgs coquets, eh bien, commençons par des gestes très simples. Vous l'avez vu, vous avez échangé sur ces sujets-là cet après-midi avec Marc, Thibault, avec Raphaël, Ulysse, enfin Peter dans les groupes. Il ne s'agit pas forcément de faire des grandes choses très visibles. Parfois, des petits gestes très simples changent radicalement la donne et la qualité d'un territoire habité. Parfois, quelque chose d'apparemment très modeste est diablement efficace pour l'ensemble du monde des vivants. Parfois, simplement, le fait de se rencontrer, d'accueillir des artistes dans une démarche de questionnement ou d'approche d'une question qui est liée à une évolution de la vie d'un bourg est absolument essentiel pour des projets qui pourront venir demain. Donc, regardons peut-être un petit peu différemment les choses. Posons-nous des questions. Il y a une carte postale très intéressante qui dit ça, qui dit qu'il faut respecter le temps long, et puis que se poser des questions avant, c'est finalement bien réfléchir. Et je regarde Noël et puis José, et puis simplement, c'est l'écho que vous en avez fait ce matin sur l'histoire du parc. Et donc, pour ne pas continuer de répondre à la question que vous m'avez posée, c'est cultiver ce lien, en fait. Je dirais, c'est le fait que nos différences ne sont pas des incompatibilités, mais sont justement des possibilités de continuer à avancer. J'aimerais vous entendre, Emmanuel, tout à l'heure sur également la notion de faire avec peu. Et je sais que ce qui vous tient à cœur, faire avec peu, ça ne veut pas dire faire au rabais, mais on reviendra sur cette notion. J'ai tiré également, alors parce que vous voyez, c'est très riche, hein, on a eu énormément de choses. Là, on a eu des post-it posés sur les différents espaces. On a eu des photos. On voit la première grenouille là. Il y a eu beaucoup de travail de fait. On voit le tableau observer, participer, se retrouver, associer, lier. Vous voyez, des mots à chaque fois très fort. J'ai tiré un post-it qui me semblait aussi intéressant parce que on parlait de faire vivre un village et j'aimerais vous entendre, Ulysse, sur cette notion. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'était j'aimerais, voilà, vous aimeriez quoi? J'aimerais qu'il y ait un café avec une terrasse et un jardin devant la médiathèque. Là, c'était sur Pirot. C'est aussi ces lieux conviviaux qui nous manquent aujourd'hui, ces lieux de vie. Qu'est-ce qui en ressort pour vous dans vos expériences autour de vous? Ça aussi, c'est une demande qui est faite régulièrement, recréer du lien à travers ces lieux de vie. C'est une évidence dans le sens où avant, dans les bourgs, il y avait toujours un espace pour discuter qui a disparu. Parce que juste il y a eu moins de monde, parce que l'école a fermé, parce que le bar a fermé, parce que les 15... Parce qu'il n'y a plus la messe de dimanche. Parce qu'il n'y a plus la messe de dimanche. Bien sûr. Et donc ouais, c'est clairement, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, qui j'ai l'impression s'exprime de plus en plus sur ce besoin d'avoir un espace commun. Et des fois, on se dit bah oui, pour avoir un espace commun, il faut que je construise un café associatif, il faut que je construise une nouvelle salle des fêtes, alors que techniquement, il suffit. Il y a des communes, par exemple à Saint-Brice-sur-Ranne, où c'est la mairie qui est ouverte le vendredi soir et on peut aller boire un café à la mairie. Et juste, en fait, c'est un espace où les gens vont et il n'y a pas besoin de faire de grands travaux. Juste, on sait que le vendredi soir, on ne sait pas où aller, on va à la mairie. Et c'est un espace où on retrouve les gens et où, en tant que nouvel habitant, on peut découvrir, rencontrer d'autres personnes. Ces lieux ces lieux communs, c'est un truc qui est assez demandé et qui, techniquement, à mettre en place. Alors, c'est pas l'apothéose, mais on peut toujours aller mieux. Par exemple, il y a aussi un autre exemple. Là, une des dernières visites qu'on a organisées, c'était à Suble, au sud de Bayeux, où la commune a rénové son église en impliquant les habitants. Et donc en fait, c'était des chantiers qu'ils ont montés. D'abord, historiquement, c'était pour coudre des masques pendant le Covid. Ils ont eu des habitants qui se sont lancés là-dedans. Puis ensuite, ils ont défriché un four à chaud et ils l'ont rénové. Et puis ensuite, là, c'était l'église où ils ont refait tous les sols, tous les murs et ils ont poncé tous les bancs. Alors c'était des pros qui faisaient la toiture, mais enfin le plafond. Mais
Et en fait, les habitants ont tellement apprécié le chantier que maintenant ils demandent à la mairie d'avoir d'autres chantiers dans lesquels se lancer. Parce qu'en fait, c'était vraiment un moment où ils ont créé un lien entre eux, où il y a eu un commun. Et en fait, quand ils viennent à l'église, maintenant ils vont plus à l'église, parce que de toute façon, l'église elle était ouverte une fois par an pour la messe annuelle. Maintenant, elle est ouverte plus souvent. Et puis ils y vont, ne serait-ce que, même sans être croyants, juste ils y vont parce que c'est un espace qui leur rappelle ce moment commun. Ils ont appris à rejointoyer un mur, ils ont appris à piqueter un mur, ils ont appris tout ça. Et donc, créer des opportunités pour que les gens se rencontrent, ça peut sembler fort et difficile de loin. Et effectivement, c'est énormément de travail. On parlait du fait que pour impliquer, ça demande, enfin, c'est pas facile. Et effectivement, en fait, on a toujours l'impression que impliquer les habitants dans un projet, c'est soit certains le voient comme de façon très simple et peuvent mal le faire. Et il n'y a rien de pire qu'une application mal faite parce que ça dégoûte les habitants qui du coup ne vont pas vouloir recommencer. Et puis en fait, on doit se rendre compte que c'est un vrai, faut y prendre le temps. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'importance de prendre le temps, de l'importance d'être à l'écoute. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans le temps et dans le lien. Je dis ça aussi parce que durant les visites qu'on fait, il y a vraiment cette importance d'aller sur le terrain, découvrir un lieu, découvrir qu'un élu accueille et il est fier de ce qu'il montre. Les élus qui viennent sont contents de découvrir des choses. Et puis, il se crée un lien assez fort parce que durant le déjeuner, par exemple, très souvent, on a un élu qui dit voilà, moi j'ai ce problème. Ils partagent tous leurs problèmes et en fait, ils se rendent compte d'une part qu'ils ne sont pas tout seuls parce que très souvent, les élus ont les mêmes problèmes. En fait, il y a beaucoup de problèmes qui sont partagés, mais comme on croit qu'on est le seul responsable, on n'ose pas le dire et du coup, on se sent responsable, on se sent mal, alors qu'en fait, en le disant à son voisin, on se rend compte que il l'a aussi. Donc, si lui aussi, c'est peut-être pas forcément moi. Et donc, hop, ils échangent le numéro de téléphone de la personne qui voulait joindre depuis 6 mois. Et en fait, en venant à cette visite qui leur a pris une demi-journée, ils ont gagné 3 semaines de temps d'appel. Ils ont découvert qu'il y avait tel appel à projet qui existait et qu'ils allaient pouvoir enfin faire leur piste cyclable. Ils ont découvert qu'il y avait tel financement qui existait. Et donc, cette importance de prendre le temps et qui, en fait, au final, en fait gagner. Je ne sais plus laquelle de vous disiez qu'il n'y avait pas le temps d'aller trop vite. Que le temps investi et du temps de gagner par la suite. Et j'aime ça parce que ça permet de revenir à un temps humain et surtout que ça soit un vrai plaisir. Les élus qui viennent aux visites, je pense aussi comme les élus qui viennent à ces événements du CIE, c'est parce que c'est agréable. C'est pas juste parce que le contenu est intéressant, parce que la matière sert, mais c'est aussi parce que c'est un moment agréable, un moment convivial, et qui fait que même si le thème de la prochaine visite ou de la prochaine réunion du CIE n'est pas exactement ce qu'on cherche, c'est pas grave, on ira quand même, parce qu'en fait, on va y retrouver un tel et un tel et un tel, et on va bien manger, on va être au soleil, parce qu'il y a toujours du soleil dans la Manche, et voilà. Bon, je crois que vous l'avez compris, hein, bien manger, ça attire. Il y a quelqu'un, un petit coquin, qui nous a fait une petite blague parce que cette carte postale-là n'est pas parmi les cartes postales proposées. C'était une carte postale d'une autre animation du CAUE. Donc ça, c'est quelqu'un de fidèle, hein, qui nous suit. Et en plus... Très bien, Marc. C'est un if d'Irlande. Donc, la boucle est bouclée quand même. Hein. If et non, alors surtout pas. Hein, un if d'Irlande dans l'enclos village de l'église Saint-Manvieux, Marchésieux. Donc voilà, une petite blague. Et dessus, pour le parc du Jargon des Oies, beau travail, respectueux de la nature. Et puis, Peter, j'aimerais aussi vous entendre sur une autre carte postale. Sur toujours ce parc et le travail, hein, et Thibaut peut réagir bien entendu. Révéler ce qui est là, un cadre, une ouverture, le regard sur l'église, juste un instant, un moment, la beauté dans toute sa simplicité. Bon, comment ? Et là, voilà, parce que hein, l'adjointe au maire et monsieur le maire du Va sont là, et sur une photo du Va. Hein. Peter, quand on entend ça, Thibaut, quand on entend ça, c'est beau ? Oui, non, oui. Oui, beau. non. Non, mon rôle, souvent, ça consiste à révéler ce qui est là. Parce que moi, en tant que naturaliste, j'ai un regard un peu plus exercé. Je remarque des choses que le promeneur habituel ne voit même pas. Telle orchidée qui se cache dans les herbes ou tel papillon. Nous ne sommes plus assez attentifs à tout ce qui nous entoure. Et parfois, les gens me demandent, ça sert à quoi de savoir nommer telle plante, les noms latins, etc. Mais finalement, quand on sait donner un nom à une plante, à un papillon,
il y a tout ce qui va autour. On sait à quoi sert cette plante. C'est une plante des zones humides ou de calcaire. Elle est comestible, c'est une plante médicinale. Si on sait donner un nom, il y a toutes les connaissances autour de la plante. Donc, ce n'est pas une lubie de naturaliste. Je vous conseille, et une fois qu'on commence à regarder, on devient plus attentif. On va découvrir des choses que l'année dernière, on n'a pas vu ça, et tout d'un coup, on va voir. Donc, il faut devenir beaucoup plus attentif sur ce qui nous entoure. Et puis, alors oui, Ulysse et puis Thibaut, quand même, sur cette carte postale là, exceptionnelle. Hein. Grâce à ce témoignage, je découvre que je suis moi aussi naturaliste, puisqu'en fait, je fais la même chose, mais avec les projets des communes. Puisqu'en fait, on va dans une commune et quand on demande au maire ce qu'il fait de bien, il dit rien, je fais juste des choses normales. Oui, souvent, et en fait, en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a une pépite au moins dans chaque commune. Et donc, c'est une sorte d'orchidée qu'on découvre. Et souvent, les élus nous remercient parce qu'on les a aidés à voir ce qu'eux voient tous les jours. Parce que le parc, peut-être que dans 50 ans, il est une évidence, ou même dans 20 ans, il sera une évidence. Et les élus, à ce moment-là, diront oui, non, juste il est normal. Mais en prenant du recul, on dira oui, en fait, le parc a une histoire. Et d'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'en disais ça, mais le projet d'aujourd'hui est le déjà là de demain. Et donc j'aime ce concept de révélateur. Ouais. Thibaut, peut-être un petit mot quand même sur merci Emmanuel. Sur cette carte, je la relis quand même. Révéler ce qui est là, un cadre, une ouverture, le regard sur l'église, juste un instant, un moment, la beauté dans toute sa simplicité. On est très touchés de cette carte, merci beaucoup. Anonyme, donc je mets personne en avant, elle est anonyme. Non, en tout cas, c'est notre plaisir de travailler sur la question en tout cas des émotions, de l'émerveillement. C'est ce qu'on s'attelle aussi à faire dans les projets, c'est pas de travailler sur des équipements, mais de vivre pleinement des lieux avec l'ensemble de ses sens et de les partager ensemble. Donc merci à vous en tout cas d'être présents aujourd'hui. Merci Thibaut. Emmanuel, j'aimerais vous poser une question et revenir sur cette notion que j'évoquais, faire avec peu. Ça veut aussi dire faire avec peu d'argent, mais ça pose la question des savoir-faire. J'entendais notamment Marc Vatinel lors de sa promenade. Il fait rien. On l'écoute, il fait rien. Non, j'ai juste coupé un petit peu là, gratté un petit peu là. J'ai pas fait grand-chose. Puis après, quand on voit l'avant, l'après, on se dit oui, pour nous, c'est pas rien, quoi. Mais ça, c'est la question des savoir-faire aussi. Hein. Comment on fait pour jongler avec tout ça ? C'est-à-dire des finances qui sont ce qu'elles sont et des savoir-faire en face qui sont une vraie richesse. Alors, sacrée question. Je vous dirais déjà, faire avec peu, c'est faire avec beaucoup. Alors je vais expliquer pourquoi. Tout ce qu'évoquait Thibaut, finalement, ce sont des éléments sensibles qu'on passe une grande partie de notre temps à effacer ou à cacher. La notion, notre émotion devant un paysage, la notion, notre réaction sensible dans une traversée de bourg, la manière de dire qu'on peut être touché par quelque chose, non pas parce que techniquement, scientifiquement, ça a une valeur démontrée, mais simplement que ça nous a accroché quelque chose quelque part, et que ce lien avec un lieu infiniment grand qui est notre intimité finalement, nous permet de créer un chemin vers d'autres. C'est énorme. Mais tout ça, en fait, c'est très peu, parce qu'on s'en affranchit trop aujourd'hui. Et donc, dans les démarches de projet, dans nos démarches d'accompagnement, l'exemple, alors pour le VA c'est pareil, pour la mouche c'est exactement pareil, pour Pirou ça a été ça, on a recréé du lien avec le sensible, à travers les collectes, à travers le travail avec les habitants, les gens, d'autres associations, et nos métiers qui peuvent être très techniques, qui peuvent être très réglés, par des réglementations, par un certain nombre de données desquelles on ne peut pas s'affranchir, finalement, on en oublie que tout ce qui se fabriquera dans nos paysages prend place d'une manière durable, voire définitive, qui peut être douce ou qui peut être violente. Et ça pose la question de la conscience qu'on a des traces qui vont se poser dans ces paysages-là. Est-ce qu'on a l'ambition de déposer des traces qui s'apparentent à des déchirures ou à des blessures ? Ou est-ce qu'on a l'ambition en fait, de partager une forme de don qui pourra être enrichie, qui pourra peut-être s'effacer, mais qui pourra aussi continuer à vivre ? On a une forme,
c'est une opportunité incroyable en fait de fabriquer une histoire dans une forme de continuité. Et dans nos démarches, très très souvent, on essaie de fabriquer non pas une continuité, mais une forme de rupture, parce que non de-delà, on existe. On s'appelle, je m'appelle Emmanuel Fouché, bon sang, faut que ça se sache, je vais laisser une trace, quoi. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas ça. C'est juste, on est les uns avec les autres, et dans nos compétences additionnées, dans la mesure avec laquelle les collectivités peuvent prendre aussi en charge ces démarches-là, parce que quand on est élu, quand on est maire, l'aménagement du territoire, c'est 15% de son budget. C'est 85%, c'est des tas d'autres choses. C'est le social, c'est l'accompagnement de la collectivité, c'est la gestion des chiens écrasés, c'est faire le grand écart entre le problème d'un boulanger dont on parlait ce matin, une famille qui a des difficultés de vie et qu'il faut aider à retrouver un logement. C'est ça la vraie vie d'un élu, sans parler des réunions dans les communautés de communes, sans parler des appels à 2h du matin parce qu'il s'est passé un truc, un cheval sur la route et puis qu'il faut aller le chercher. Enfin voilà, ça c'est la réalité concrète d'un quotidien. Et avec tout ça, il y a quelque chose qui parle quasiment à 99% de la qualité de la commune, c'est le paysage ressenti et vécu. Donc si on n'y met pas toute notre sensibilité dans la fabrication ou l'accompagnement de ce paysage-là, bah finalement on continue à aller passer ses vacances dans le petit village coquet que vous évoquiez tout à l'heure. Donc faire avec peu, en fait c'est finalement faire avec beaucoup. Et beaucoup, c'est des émotions, c'est de l'énergie, c'est des données naturelles, techniques, environnementales, constructives, liées aux matériaux, liées aux essences. C'est énorme et tout ça, ça nécessite la complémentarité de savoir-faire transversaux. Et le fait de reconnaître les savoir-faire, c'est les reconnaître à toutes les échelles. Reconnaître les compétences d'un maître d'œuvre, reconnaître les compétences d'un artisan, reconnaître les compétences d'un élu, reconnaître les compétences d'un habitant. Et quand je dis leurs compétences, c'est aussi leur valeur en tant qu'habitant, en tant qu'artisan, en tant que professionnel et en tant qu'élu. Et quand on reconnaît ces éléments-là, finalement, on se parle très bien parce qu'on construit un objet commun. Et dans nos échanges et nos discussions, le truc, c'est pas de savoir qui a raison et qui va emporter le morceau, mais c'est de savoir quelle va être notre participation à une construction collective. Donc faire avec peu, c'est faire avec beaucoup. Je retiens ça, faire avec peu, c'est faire avec beaucoup. Ulysse Blot, peut-être pour conclure, j'aimerais avoir votre regard parce que ce type de réunion avec la présentation de projets, ça marche beaucoup et ça se fait beaucoup pour le Grand Paris, pour l'agglomération lyonnaise. On va à Marseille et puis on dit voilà, regardez ce qu'on a fait, on a fait tel travail, on a développé de telle façon, on a respecté la biodiversité. Et là, on entend des villes et villages de 200, 329 habitants. Ça, je trouve ça extrêmement stimulant de se dire que, ben oui, on peut faire beaucoup, faire avec peu, mais est-ce que peu, on l'entend, c'est aussi beaucoup. Quel est votre regard, vous qui parcourez déjà la Normandie comme ça, et qui voyez les villes et communes, les villages, vous sentez vous aussi cette effervescence-là ? Oui et non. Oui, parce que quand on vient là, il se passe plein de trucs. Et non, parce qu'en fait, les gens qui sont dans cette salle sont une toute petite partie de l'immensité des gens qui existent dans la Manche et en Normandie. Et donc, on a une sorte de biais de se dire, bah voilà, la preuve, la Manche bouge, on est tous là et il se passe plein de trucs. Donc, c'est aussi l'intérêt de travailler à la frontière entre ceux qui sont déjà en action depuis longtemps, qui sont même des fois déjà un peu fatigués parce que ça fait longtemps qu'ils poussent, qu'ils tirent et que voilà. Et puis tout le reste, les 90% autres. Et puis cette masse évolue. Donc ouais, est-ce qu'il y a un fourmillement ? Il y a des sensibilités qui évoluent, mais ouais, j'ai encore du mal à dire que ça bouge partout. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qui motive, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une bonne façon de mettre en action, c'est de faire, de montrer que c'est possible. Et pour moi, c'est un des meilleurs leviers de changer le monde. C'est je ne sais plus qu'il faut commencer par chez soi ou être le changement qu'on veut voir dans le monde, attribué à Gandhi ou à Churchill ou n'importe qui. Einstein, voilà. Ou à Platon. Et donc,
de cette importance d'être un exemple pour le voisin. En tout cas, c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne, en tout cas dans les communes avec lesquelles je travaille, c'est que l'élu regarde par-dessus la haie pour voir ce que fait le voisin, et il va avoir envie de faire quelque chose de similaire, donc que ce soit bien ou moins bien, hein, mais il y a ce concept de partage d'expérience par-dessus la haie, qui peut être un bon levier, et donc de l'importance de faire des choses bien, et que surtout le processus soit intéressant. Le résultat, au final, il est important aussi, mais en fait ce parc-là, il n'est pas terminé, parce que à l'heure où on vous parle, là, l'herbe pousse, et à une vitesse folle, parce qu'elle a été arrosée et qu'elle a plein de soleil, et donc en fait ce parc, il ne sera jamais terminé. Et donc, par contre, ce qui est vrai, c'est comment ont vécu les élus le processus, comment ont vécu les professionnels, comment ont vécu les habitants. D'ailleurs, on en discutait là sur le fait qu'il n'y a pas eu d'habitant qui a témoigné ici aujourd'hui de comment est-ce qu'il a vécu le fait de voir cet espace changer. Est-ce que ses habitudes vont changer? Est-ce que maintenant il fait du toboggan dans l'Oie? Est-ce que, enfin voilà, donc il y a ce côté de l'importance du processus vis-à-vis du résultat, et à quel moment on s'arrête. D'où encore une fois l'intérêt des 8 ans, du contrat de 8 ans, parce que c'est vraiment un processus qui a toute son importance. Merci Ulysse. Ce que je vous propose, c'est peut-être de pouvoir continuer autour d'un verre, hein, pour tenir les délais, parce que voilà, on s'était engagé à terminer à 16h45. Il est un petit peu plus que 16h45. Donc voilà, ceux qui doivent partir, mais on continue. On va vous offrir un verre. La solution de la charade, est-ce qu'elle a été... Alors justement, ça, c'est la question, la solution de la charade. On va voir effectivement, est-ce que quelqu'un a résolu cette charade ou pas? J'ai pas la réponse, hein. La personne qui a écrit cette charade est dans la salle encore ou pas? Ah, alors, mon premier est indiscipliné. Comment? Épi? Non. La nature. Mon deuxième garde une image de salle. Ouais. Ah, c'était pas une vraie charade en fait. Nous, on cherchait les mots. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et alors, mon troisième ne sait pas faire des alignements droits. Un cours d'eau. D'ailleurs, il a été reméandré. Et mon tout se préserve, et marque l'identité d'un territoire. La nature en elle-même. Bah, vous avez tous gagné donc un pot. On va tous boire un coup ensemble. Et José aura un livre du CAUE, parce que quand même, il est allé un petit peu plus loin. Allez, merci de votre présence, merci à tous. Je laisse la parole juste pour le petit mot de conclusion à Emmanuel. Non, un grand merci pour votre présence, d'avoir pris du temps, parce que c'est du temps, hein, pour les professionnels, c'est des agences pour le coup qu'on ferme pour pouvoir nous rejoindre. Pour les élus, c'est des mairies qu'on ferme aussi pour pouvoir nous rejoindre. Et pour les techniciens, c'est des journées qu'on prend pour être ici plutôt que sur son territoire. Donc on est reconnaissant de ça au CAUE. Et puis moi je remercie à nouveau Noël et puis José pour leur accueil. Et très sincèrement, toute l'équipe du CAUE pour son travail colossal et qui a fabriqué cette belle journée. Et si vous avez un peu de temps, voilà, les enquêtes, c'est ça, n'hésitez pas à les déposer sur une table en sortant, sur la table en sortant, et on les récupérera, on les dépouillera, et on vous fera part de ce qui a été dit. Merci beaucoup, bon retour chez vous, et à bientôt, et prenez soin de vous.